Le thème que j'aborde ce soir, les garçons dans le système éducatif, me préoccupe depuis longtemps. J'en traiterai avec beaucoup d'humilité devant mes nombreux confrères, recteurs, présidents d'université, doyens, enseignants. Mon propos se base sur plusieurs expériences. Celle du pédiatre qui a vu défiler des milliers de garçons et de filles d'origines très diverses. Celle de responsable pédagogique de la faculté de médecine, fonction que j'ai assumée pendant 8 années, ayant eu le privilège d'être le collaborateur de 3 doyens successifs, tous membres de notre compagnie, Claude Solassol, désormais membre honoraire, Jacques Touchon et Jacques Bringer. Je les remercie tous 3 de leur confiance. Ma dernière expérience relève de l'art d'être grand-père, car nous avons le privilège, avec mon épouse Geneviève, d'être parents de 5 enfants, dont un seul garçon, et d'avoir de très nombreux petits-enfants à parité. Et puis, il y a peut-être une composante génétique dans mon intérêt pour la pédagogie, et il me plaît de dédier cette conférence à ceux de mes ascendants qui furent hussards noirs de la République, particulièrement mon grand-père Eugène Bastide, qui fut le premier directeur du cours complémentaire Cambon, qui se trouvait rue de la Méditerranée à Montpellier. Ce type d'établissement avait pour objectif de permettre aux élèves méritants de milieux modestes de poursuivre au-delà du certificat d'études. Je la dédie aussi à ceux de mes enfants qui suivent la même voie sur des sentiers souvent escarpés, comme en témoigne la triste actualité récente. Je suis interpellé depuis de nombreuses années par les performances des garçons dans les études médicales. Le concours de fin de première année des études médicales, que l'on appelle la PACES, et cette année d'ailleurs il est remplacé par une autre procédure de sélection, réunit plusieurs milliers d'étudiants regroupés dans les halls du parc des expositions. Certains sont appliqués, d'autres indifférents. Quelques-uns sont carrément endormis sur leurs feuilles. Dans les salles, les garçons sont très minoritaires, 31% pour la promotion 2020. Quand viennent les résultats, les filles sont très légèrement surreprésentées dans les 100 premiers du classement. Au-delà, la répartition est homogène entre les sexes. Les choix de filières se font par rang de classement. Ils sont très asymétriques, les garçons étant proportionnellement surreprésentés en odontologie, médecine, pharmacie, et les filles en maïeutique et ergothérapie. Si je résume, peu de candidats garçons, des résultats similaires des garçons et des filles, et des choix de filières différents. Alors, une question s'impose. Pourquoi les garçons sont-ils si peu nombreux à s'engager dans des études de santé alors qu'ils réussissent au concours aussi bien que les filles? Pour tenter de répondre, il est nécessaire d'analyser leur parcours scolaire antérieur, en maternelle, en primaire, en secondaire. Et je vais donc tenter un état des lieux portant attention principalement aux performances respectives des garçons et des filles. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse nous y aide. Il publie annuellement un rapport « Filles et garçons sur les chemins d'égalité de l'école à l'enseignement supérieur ». Le rapport de 2020 commente des données recueillies en 2017. Il constate que dès le cours préparatoire, les filles sont plus performantes que les garçons, excepté en CE1 pour les mathématiques, et que par contre, les garçons sont beaucoup moins performants en lecture. Globalement, les filles réussissent mieux. Lors de la première orientation en 3e, elles choisissent davantage les filières générales et technologiques, les garçons s'orientant davantage vers des formations professionnelles. Dès la seconde, les options choisies par les filles et les garçons diffèrent, surtout en terminale S, et à titre d'exemple sur ce diagramme, l'option sciences de la vie et de la terre est choisie par 51% des filles et 27% des garçons. Les filles sont plus nombreuses à obtenir le bac, 86% contre 76% de garçons, et à intégrer l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas parité dans les diverses filières. Sur ce tableau, si l'on prend les deux extrêmes, il y a 86% de filles dans les formations paramédicales et sociales, 28% dans les formations d'ingénieurs. Au terme de leurs études, les filles sont plus diplômées que les garçons, y compris pour le doctorat, si l'on inclut le doctorat en médecine. Elles ne sont minoritaires que pour les diplômes d'ingénieurs.
Un autre rapport est publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vers l'égalité femmes-hommes. Il précise que la surreprésentation des femmes dans l'enseignement supérieur est un phénomène européen et partout, elles sont majoritaires dans les activités à haut niveau de savoir. Ce diagramme indique que 51% des femmes de 25 à 34 ans sont diplômées de l'enseignement supérieur, contre 42% d'hommes seulement, en France donc, et cela situe la France au-dessus de la moyenne européenne. Il constate que dans la population active, leur rémunération est moindre et confirme qu'elles sont moins présentes que les hommes dans les emplois scientifiques ou dans les carrières d'ingénieurs ou de la recherche. Qu'en est-il dans les autres pays développés? Le programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis de l'élève, que l'on appelle le PISA, est une enquête réalisée tous les 3 ans, depuis l'an 2000, en vue d'évaluer les connaissances des élèves de 15 ans et de déterminer ce qu'ils peuvent faire grâce à leurs connaissances. L'enquête PISA évalue le niveau de compétence des élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences, 3 domaines qualifiés de majeurs. En compréhension de l'écrit, le domaine majeur évalué dans PISA 2018, la France est légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Elle se classe entre le 15e et le 21e rang, au même niveau que l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, la République tchèque et la Slovénie. Les élèves en France ont également obtenu des résultats légèrement supérieurs à la moyenne de l'OCDE en mathématiques et en sciences. Mais les performances, surtout en français, tendent à se dégrader au fil des années, avec notamment une diminution du pourcentage d'élèves les plus performants et une augmentation des élèves les moins performants. Le différentiel garçon-fille en compréhension de l'écrit est de 25 points, soit un peu plus de la moitié d'une année scolaire. Par contre, en mathématiques, le différentiel, modeste, est en faveur des garçons. La littérature propose plusieurs analyses portant chacune un regard différent. Jean-Louis Auduc, dans son ouvrage « École, la fracture sexuée », porte sur l'échec des garçons le regard de l'historien. Il est sous-titré « Le sexe faible à l'école, les garçons, comment éviter qu'ils échouent ?» Il estime que la mixité, lors de sa mise en place, n'a pas été suffisamment pensée. Et le rapport de mai 2013 de l'Inspection générale de l'éducation nationale en prend acte. Je cite, « Le principe de la mixité scolaire s'impose aujourd'hui comme une évidence. Elle est pourtant récente dans la longue histoire de l'école. Tous ses effets n'ont pas été prévus ni anticipés, et elle reste inachevée. Les défauts observés tiennent en partie aux conditions dans lesquelles la mixité a été construite, fruit de circonstances plus que d'un choix politique. Dans les années 60, la mixité s'est développée puis imposée pour des raisons de facilité de gestion, plus que pour des raisons de principe, pour faire face à la croissance des effectifs liés à la démocratisation de l'enseignement, plus que pour assurer l'égalité et l'harmonie des sexes, pour des raisons matérielles plus que pédagogiques. On peut parler de cohabitation plus que de véritable mixité. Il estime aussi que la situation est souvent niée, relativisée, oubliée, et que c'est pour cela que l'échec scolaire ne recule pas en France. Les réformes successives mises en place survalorisant d'autres explications, les méthodes, les manuels. Il se réfère au rapport Eurydice, diligenté par la Communauté européenne, qui a porté en 2010 sur les différences de genre dans le parcours éducatif, en étudiant les mesures prises pour remédier aux déséquilibres actuels. Sont analysées les politiques comparées des divers pays de l'Union européenne pour lutter contre les discriminations entre garçons et filles. Elles sont classées en 3 catégories. La lutte contre le harcèlement à caractère sexuel, l'augmentation de la représentation des femmes dans les structures scolaires et l'adaptation des enseignements en fonction du genre, l'idéal étant bien sûr la combinaison de ces 3 mesures. La France se situe ici, et on voit que seuls quelques pays ont utilisé simultanément les 3 stratégies. Et avec quels résultats? L'exemple de la Belgique est particulièrement instructif. La Belgique néerlandophone avait au moment de l'étude 10% de mauvais lecteurs, la Belgique francophone 35%.
Et la seule différence qui apparaît est, chez les néerlandophones, l'adaptation des enseignements au fait que l'on est un garçon ou une fille, ce qui n'est pas le cas en Belgique francophone, dont les pédagogies sont calquées sur celles qui ont cours en France. Stéphane Clerget est pédopsychiatre et il analyse dans son ouvrage « Les garçons en danger » les conséquences de l'échec scolaire des garçons. Pour lui, les meilleures performances féminines sont source de conflits entre les élèves des deux sexes, notamment au cours de la puberté. Ce différentiel favorise les comportements machistes des garçons, surtout dans les milieux moins favorisés socialement et où les stéréotypes sont déjà les plus forts. Le décalage pubertaire joue aussi un rôle important. Les filles sont en moyenne pubères 2 ans avant les garçons. Sur cette courbe, l'accélération de la vitesse de croissance marque le démarrage pubertaire et on voit bien ce décalage. La maturation pubertaire physiologique s'accompagne d'une plus grande maturité intellectuelle, ce qui majore pendant cette période le différentiel existant entre filles et garçons depuis la petite enfance. La puberté a aussi des conséquences émotionnelles et comportementales différentes. Chez le garçon, la sécrétion massive de testostérone favorise des comportements impulsifs, une agressivité, des conduites désordonnées, des défauts d'attention et de concentration, et la présence de jeunes filles déjà formées est un facteur supplémentaire d'excitation. À noter l'importance à la puberté aussi des mécanismes d'identification. Or, au collège, le corps enseignant est majoritairement féminin, comme les autres personnels, y compris le médecin scolaire. Les garçons ont une plus grande vulnérabilité aux maladies de l'apprentissage. La majorité des troubles de l'apprentissage, dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, surviennent chez les garçons, de même que ce que l'on qualifie de TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui sont en grande augmentation concernant aujourd'hui 3 à 5% des enfants d'âge scolaire et 90% sont des garçons. Ils génèrent l'inflation de prescriptions de psychostimulants de type Ritaline qui ne sont pas sans effet secondaire. Clerget passe ensuite en revue les comportements destructeurs rencontrés principalement chez les garçons. L'emprise d'Internet, qui génère une dépendance chez 6 à 20% des adolescents. Si les filles sont surtout adeptes des réseaux sociaux, les garçons pratiquent plus volontiers les jeux vidéo et 5% d'entre eux y passent 5 à 10 heures par jour. Quel que soit le contenu, ils volent leur temps aux adolescents et amputent leurs heures de sommeil. Par ailleurs, ils banalisent la violence et sont un outil d'initiation à une sexualité perverse car, écrit Stéphane Clerget, la sexualité est en danger. Car la pornographie favorise des pratiques sexuelles compulsives, l'hypersexualité, les perversions. Et loin de former les jeunes à la sexualité, elle freine la rencontre harmonieuse et paisible entre les sexes et génère chez les garçons des craintes par rapport à leur performance. Elle risque de ruiner la sexualité adulte, pouvant entraîner des inhibitions ou une sidération sexuelle. Et la cyberpornographie est un problème sociétal majeur car elle est addictogène. Viennent ensuite les conduites à risque. Les accidents mortels à l'adolescence concernent pour les 3/4 des garçons et 40% des décès sont la conséquence de ces conduites à risque. Les toxicomanies, alcool, drogue concernent en grande majorité les garçons. La violence en bande se développe dangereusement. Elle ne concerne malheureusement plus seulement les garçons aujourd'hui. Et Stéphane Clerget estime que les garçons sont victimes de leur violence et l'internalisent comme étant propre à leur identité sexuée. L'échec scolaire peut être le facteur déclenchant, et plus ils connaissent l'échec, plus ils risquent de surenchérir dans des attitudes machistes. Tout se passe comme aussi la mixité, facteur de réussite pour les filles et d'harmonisation sociétale, devenait préjudiciable aux garçons et contribuait aux tensions entre les sexes. Dans les milieux défavorisés, les garçons vont même jusqu'à se détourner du système scolaire, considérant que bien travailler à l'école est une qualité spécifiquement féminine. Sylvie Hérald, professeure de collège après avoir été institutrice, docteur en sciences de l'éducation, développe la thématique de la violence dans son ouvrage « La fabrique des garçons, sanctions et genre au collège ».
Elle dénonce le caractère contre-productif des sanctions, dont 80% concernent les garçons au collège, et qui risquent de renforcer les comportements qu'elle prétend corriger. Le défi, la transgression, les conduites sexistes, homophobes et violentes. Et elle évoque un nouveau champ d'études dans les pays anglo-saxons, les masculinities, qui étudie les difficultés que rencontrent de nombreux garçons, surtout dans les milieux populaires, les failing boys, et considère comme une priorité la restauration de la réussite scolaire des garçons. Si l'on procède à une première synthèse, plusieurs facteurs apparaissent comme une possible cause du décrochage scolaire des garçons. Mon hypothèse de départ était que le décrochage scolaire des garçons était dû au fait que leur performance était moins bonne que celle des filles. Cette inégalité s'aggravant en période pubertaire, générant les réactions comportementales qui altèrent encore leur performance, initiant un véritable cercle vicieux de l'échec, c'est vrai. Pour le ministère de l'Éducation nationale, ce sont principalement les stéréotypes de genre qui en sont responsables, et leur suppression devrait permettre de rétablir une stricte égalité des chances. En fait, si l'on se réfère au rapport PISA 2012, c'est vrai pour les filles, mais ça ne l'est pas pour les garçons. En effet, si le différentiel en mathématiques aux dépens des filles s'atténue, voire s'annihile dans les pays qui ont réduit ce que l'on qualifie de stéréotypes de genre, le décalage en lecture aux dépens des garçons reste inchangé et donc indépendant des stéréotypes. Un deuxième facteur apparaît qui est la désaffection des étudiants pour certaines filières. Les garçons, comme les filles d'ailleurs, désertent les uns et les autres des champs entiers concernant certains métiers. Ce qui attire les uns repousse les autres, et inversement. On affirme généralement que le problème est du côté des filles, qui ne diversifient pas suffisamment leurs choix. C'est oublier que les garçons sont encore plus réticents à s'engager dans certaines filières, aujourd'hui féminisées. Vient alors l'interrogation. Quelle cause à ces difficultés des garçons? Les mécanismes cellulaires de l'apprentissage et de la mémoire sont loin d'être compris, bien que ce soit un des domaines les plus étudiés en recherche dans le domaine du système nerveux central, et elles font l'objet bien sûr de nombreuses controverses. Pourtant, on commence à avoir une bonne approche des mécanismes qui sont en cause dans la différenciation du cerveau vers un fonctionnement de type masculin ou féminin. Ils ont été bien synthétisés par Jacques Balthazar, neuroendocrinologue, membre du groupe de recherche en neuroendocrinologie du comportement de l'Université de Liège, dans un récent ouvrage à destination du grand public. Ils sont la résultante de l'effet conjoint des chromosomes sexuels, X et Y, et des hormones sexuelles, avec une interaction entre les deux, les hormones, notamment la testostérone, influençant l'expression des gènes sur un mode épigénétique en agissant sur la méthylation de la région promotrice. Pas étonnant que Ngun, dans une revue de la littérature publiée en 2011, étude la difficulté à différencier ce qui, dans les particularités liées au sexe dans l'espèce humaine, relevait soit d'une action directe des gènes X et Y, soit d'une médiation hormonale. Les travaux récents de McEwen montrent aussi que les hormones sexuelles agissent dans tout le cerveau, soit directement, soit indirectement, en modulant l'expression des gènes. Ils assurent une régulation en plus ou en moins par l'intermédiaire de récepteurs génomiques et non génomiques. Ces récepteurs ne se situant pas au même endroit sur les cellules chez les mâles et chez les femelles et n'agissant pas par le biais du même médiateur. Les hormones sexuelles ont un effet de régulation sur un certain nombre de circuits nerveux, induisant des connexions synaptiques, modifiant la distribution des récepteurs et des récepteurs des neurotransmetteurs. Ce sont donc des acteurs de la plasticité cérébrale. De nombreuses fonctions neurologiques et comportementales sont affectées, notamment l'humeur et la fonction cognitive. Et McEwen conclut que ces avancées scientifiques indiquent que nous entrons dans une ère nouvelle en termes de capacité de compréhension et d'appréciation de la diversité liée au sexe, des comportements et des fonctions cérébrales. D'autres pistes restent à explorer.
La contribution du microbiote intestinal, dont on sait les effets sur les fonctions cérébrales par le biais de l'axe intestin-microbiote-cerveau. Alors que le microbiote du garçon et de la fille sont identiques en prépubertaire, celui du garçon va se modifier de façon importante à la puberté. Le rôle des cellules gliales du cerveau. La glie était considérée jusqu'ici comme un tissu de remplissage. Ses fonctions n'ont été que récemment démontrées. Les astrocytes, la microglie, les oligodendrocytes qui la constituent ont chacun des propriétés qui pourraient influencer l'apprentissage et la cognition. Par exemple, la microglie peut connecter ou déconnecter des synapses neuronales en activité. Toutes ces fonctions des cellules gliales peuvent influencer les réseaux de neurones. Pour Field, il y a lieu de raisonner en termes d'organisation fonctionnelle du cerveau bicellulaire, neurones, cellules gliales, ce qui pourrait permettre de mieux connaître les mécanismes cellulaires de l'apprentissage et de la cognition. Et il y a aussi des récepteurs des hormones sexuelles dans les cellules gliales. Les différences dans les processus cérébraux par rapport à la cognition avaient été approchées par Burman en 2008 dans une étude réalisée sur 62 enfants de 9 à 15 ans chez lesquels avait été pratiquée une IRM fonctionnelle. Il avait constaté que les performances des filles dépendent des activités cérébrales du langage, quel que soit le mode de présentation des mots, lus ou écrits, et ce, quel que soit le contexte d'apprentissage et la source de l'information. Différemment, les performances des garçons dépendent majoritairement de la façon dont on leur présente les mots. Quand ils les lisent, ce sont les zones du cerveau gérant l'activité visuelle qui s'activent. Quand ils les entendent, ce sont les régions auditives. Et dans les deux cas, les aires du langage sont activées, mais en collaboration avec l'une de ces aires. L'information chez le garçon est donc dépendante du contexte, comme si elle était filtrée. Tout se passe comme si, dans une conversation, les garçons gardaient leur sens en éveil quand les filles étaient entièrement absorbées par elles. Burman précise que l'origine de ces différences est inconnue, hormonale, éducative, affective. En synthèse, sur les causes, les cerveaux de l'homme et de la femme fonctionnent différemment, même si l'on ne peut conclure quant à l'impact de ces différences sur les modalités d'apprentissage. Alors, y a-t-il un début de prise de conscience par rapport à ces problèmes spécifiques aux garçons? Parmi les enseignants d'abord. Dans un premier rapport du Conseil scientifique de l'éducation nationale, publié en 2019 sous la direction de Stanislas Dehaene, un court chapitre est consacré à cette thématique. Il est intitulé « Comment les stéréotypes de genre influencent-ils les performances ?» Et il est écrit « Les stéréotypes de genre ont un effet sur la confiance en soi qui, en mathématiques, est positif pour les garçons et négatif pour les filles, et réciproquement pour la lecture. On peut lutter contre les stéréotypes de genre en présentant aux filles des exemples de succès féminin en mathématiques, et inversement pour les garçons en lecture. Là encore, seule responsabilité des stéréotypes, point n'est question d'envisager d'autres facteurs dans le décrochage des garçons. Peu de choses ou rien sur ce thème dans les revues pédagogiques que je feuillette régulièrement lors de mes passages à la librairie Sorens. Un ouvrage grand public récent de la sociologue Christine Castelin, intitulé « Et si l'on réinventait l'éducation des garçons ?» est bien sûr essentiellement axé sur les stéréotypes. Pourtant, elle fait état d'expériences positives de la non-mixité aux États-Unis, validées par la comparaison dans le même établissement de classes mixtes et de classes non mixtes, mais rajoute-t-elle, attention cependant, car aux États-Unis, le retour aux discriminations genrées reste possible. Prise de conscience chez les médecins. Les archives des maladies du cœur et des vaisseaux ont publié en avril 2019 un numéro spécial intitulé « Cœur de femme », dans lequel plusieurs articles insistent sur les spécificités à prendre en compte pour évaluer le risque cardiovasculaire de la femme. C'est l'augmentation de l'incidence de pathologies cardiovasculaires chez la femme, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, qui a motivé cette réflexion. Elle a été initiée aux États-Unis dès les années 1990
et a débouché sur la création d'une spécialité nouvelle, la gynécocardiologie. La France a emboîté le pas et un colloque organisé par la Fédération française de cardiologie a été consacré en mars 2018 à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires, qui a souligné la nécessité d'une prise en charge différenciée tout en étant égalitaire. Claire Mounier-Veillé conclut dans son éditorial, vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'un combat féministe, entre guillemets, mais d'un vrai enjeu de santé publique, question sociétale qui nous concerne tous, quelles que soient nos convictions initiales sur cette problématique. Dans cette même logique, l'Académie nationale de médecine a publié le 27 juin 2016 un avis intitulé « Parité en santé » et sous-titré « La recherche scientifique et la médecine ne peuvent plus ignorer la différence entre les sexes ». Cet avis suggère de réviser fondamentalement les principes établis de la recherche fondamentale et clinique jusqu'à la pratique médicale et la vie de tous les jours, en essayant de faire la part des choses entre les différences biologiques liées au sexe et les contraintes sociales liées au genre. Et ainsi de passer enfin d'une médecine indifférenciée à une médecine sexuée en faisant un effort d'information et de pédagogie pour que cette médecine différenciée soit comprise comme un plus pour la santé, à la fois pour des femmes et des hommes. Alors, pourquoi ne pas faire la même démarche dans l'éducation en considérant le décrochage des garçons comme une pathologie et en passant, pour paraphraser les experts de l'Académie de médecine, d'une pédagogie indifférenciée à une pédagogie sexuée qui pourrait être un plus, tant pour les filles que pour les garçons. Je voudrais maintenant reprendre quelques points en discussion. Première question, l'échec scolaire des garçons est-il une fatalité? Le rapport PISA de 2012 constate que dans les pays asiatiques, ce sont les garçons qui sont en tête de classe. Jean-Louis Gueduc en conclut que ce sont les approches pédagogiques occidentales qui sont à remettre en cause. Cela corrobore le fait qu'avant l'instauration de la mixité, le problème ne se posait pas. Mes grands-parents instituteurs, l'un en classe de garçons, l'autre en classe de filles, mettaient leur point d'honneur à ce que tous les élèves sachent lire couramment aux vacances de Pâques de ce qu'est aujourd'hui le CP, et ils y parvenaient. Il faut dire qu'à cette époque, les carrières d'instituteurs débutaient dans les villages et qu'ils étaient formés à la prise en charge d'élèves d'âge et de niveaux différents. Est-ce à dire qu'il faut renoncer à la mixité? Un certain nombre d'établissements ont pris cette option, plus dans les pays anglo-saxons que dans les pays latins. Mais cela n'est pas dans la culture de notre pays. Pourtant, le pédiatre que je suis a tendance à penser que la non-mixité au collège aurait des avantages, car c'est la période où le différentiel fille-garçon est le plus important du fait de la puberté plus précoce chez les filles. C'est aussi le moment des premiers émois affectifs et d'expériences sexuelles qui relèguent au second plan les préoccupations scolaires. Le pédopsychiatre Stéphane Perger suggère la création d'espaces de non-mixité au sein des écoles mixtes, tout en gardant donc des classes mixtes, les moments séparés non mixtes permettant de mieux favoriser les apprentissages et la réussite de tous. Pour lui, ces groupes d'apprentissage devraient être bien identifiés, ne pas dépasser le quart du temps scolaire. Il permettrait la mise en place d'une pédagogie différenciée dans certaines matières, comme c'est le cas en Scandinavie ou dans les pays anglo-saxons, mais aussi d'adapter les contenus d'enseignement au centre d'intérêt. En effet, les sources de motivation face à un apprentissage peuvent différer. Ils doivent être conçus dans leur finalisation pour mieux gérer les temps en commun. Il faut aussi en finir avec les pédagogies potentiellement pénalisantes, surtout pour les garçons. Le ministère s'efforce depuis quelques années d'éradiquer les méthodes globales et semi-globales d'apprentissage de la lecture, mais avec quelles difficultés? Nous l'avons vu, l'étude de Burman suggère que contrairement à la fille, pour intégrer une information, le garçon a besoin qu'elle soit lue et écrite ou lue et entendue à la fois. Or, les méthodes globales sont principalement visuelles et elles sont probablement en cause dans la plus grande fréquence des 10 entre guillemets chez eux. Cette méthode d'ailleurs est déjà appliquée chez les enfants dyslexiques et hyperactifs.
Le garçon nécessite enfin que soient privilégiées des méthodes allant du concret à l'abstrait, ce qui explique peut-être les orientations plus fréquentes vers les filières professionnelles. Le point suivant de la discussion, c'est la problématique de la non-parité du corps enseignant qui fragilise les garçons. Autrefois, remarque Stéphane Clerget, le corps enseignant était mixte ou à majorité d'hommes dans les écoles de garçons. Aujourd'hui, moins de 15% des enseignants de maternelle ou de primaire sont des hommes. Et leur nombre dans le personnel éducatif, toutes professions confondues, est moindre encore. Or, ajoute-t-il, les enfants sont loin d'être indifférents à l'identité des personnes qui les éduquent. Le non-respect de la parité dans l'enseignement fragilise les garçons, d'autant qu'à la maison, c'est surtout leur mère qui s'occupe d'eux. Pour lui, il faudrait instaurer la mixité des adultes à l'école. La réussite scolaire n'est pas qu'une question de pédagogie, mais c'est pour beaucoup aussi une question affective. Il faut donc œuvrer pour que les hommes réinvestissent les carrières d'enseignants. Le gouvernement du Québec, province en pointe dans la lutte contre les stéréotypes, insiste sur la nécessité de viser une plus grande mixité dans le corps enseignant pour offrir différents modèles aux élèves, ce qui leur permet de se projeter dans n'importe quel métier ou profession sans égard à leur sexe. Il y a aussi l'attention aux populations fragiles. Le rapport PISA 2018 indique que la France est l'un des pays de l'OCDE où le lien entre le statut socio-économique et la performance est le plus fort, nettement supérieur à ce qui est observé dans les autres pays. De nombreux élèves, et en particulier les élèves issus de milieux défavorisés, ont des ambitions moins élevées que ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu de leurs résultats scolaires. En France, parmi les élèves ayant de bons résultats dans PISA, 1 sur 5 ne prévoit pas de faire des études supérieures quand il vient d'un milieu défavorisé, alors que cette proportion est très faible quand il vient d'un milieu favorisé. Or, c'est souvent dans ces populations que les stéréotypes de genre à l'égard des filles sont les plus marqués. Des efforts importants sont faits, notamment actuellement, dans les zones d'éducation prioritaire. La lutte contre la violence et les addictions, nous l'avons vu, passe par l'action sur la réussite scolaire, mais pas que. Pour habiter à proximité d'un lycée pourtant très coté, pas besoin d'être grand spécialiste pour constater que la drogue circule. Dernier point, l'attention aux élèves. Lors d'une mission à l'université de Sherbrooke au Québec, nous avons rencontré les services médico-sociaux. Sur ce campus, si un étudiant est en difficulté scolaire ou comportementale, c'est l'organisation des études que l'on interroge en premier lieu. Cela passe bien sûr par un personnel social, psychologique, médical, qui est trop peu nombreux dans les collèges et les lycées, et qui contribuerait aussi à mieux dépister les maladies de l'apprentissage pour une prise en charge plus précoce. Alors faut-il changer de regard? La politique ministérielle, nous l'avons vu, cible aujourd'hui principalement la lutte contre les stéréotypes de genre, surtout ceux pénalisant les filles. En témoignent les rapports ministériels cités plus haut. Les deux ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur souhaiteraient plus de filles dans les rares filières dans lesquelles elles ne sont pas encore à parité. Mais la sous-représentation des garçons dans la majorité des filières ne fait l'objet d'aucune proposition. Point n'est question d'inciter les garçons à investir les filières dans lesquelles ils sont minoritaires. Jean-Louis Leduc pense qu'on ne s'appuie pas suffisamment sur des statistiques sexuées pour évaluer les difficultés des filles et des garçons et mettre en place des stratégies opérantes, et ce, à tous les niveaux, national, académie, établissement, classe. Et au terme de la scolarité, rajoute-t-il, il faudrait avoir une politique d'orientation pour tous et pour chacun et chacune, mener autant d'actions en direction des garçons que des filles, car la séparation n'est plus aujourd'hui entre lettres pour les filles et sciences pour les garçons, mais entre les orientations qui aboutissent à un métier s'occupant de l'humain au sens large pour les filles et celles qui concernent des métiers tournés vers la technologie et les finances pour les garçons. Il faut inciter les garçons à s'orienter vers des métiers travaillant sur l'humain et la vie quotidienne et
qui plus tard seront des référents pour les garçons. Et le plafond de verre dans tout cela? Il en est question dans le rapport ministériel évoqué plus haut vers l'égalité femmes-hommes, chiffre clé. Il indique la proportion de femmes dans les postes supérieurs. Ce plafond de verre peine à être franchi, bien qu'il y ait une nette évolution depuis 1992. La part des femmes professeurs d'université a progressé de 14 points, il est passé de 12 à 26%. Jacques Balthazar rapporte l'expérience des pays nordiques qui ont traditionnellement favorisé l'égalité des sexes beaucoup plus que le reste de l'Europe. Ces pays ont notamment mis en place des mesures qui facilitent la maternité et devraient donc favoriser le travail féminin et l'accession des femmes à des postes de direction plus élevés. Or, que constate-t-on? On observe une tendance des femmes à investir plus d'énergie dans la vie domestique que dans leur travail. Et seuls 11% des postes de direction en Suède sont occupés par des femmes, proportion inférieure à ce qu'on observe dans beaucoup de pays économiquement développés comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Mais avant de conclure, revenons à nos étudiants en médecine. Le deuxième cycle des études médicales est sanctionné par les épreuves classantes nationales qui déterminent pour les candidats le choix de leur spécialité et leur région d'affectation. Pour la promo 2020, le ratio garçon-fille est de 44%. Le diagramme du haut montre le très bon résultat des étudiants montpelliérains. Ils sont près de 80% dans la première moitié du classement national. Les garçons sont mieux classés que les filles, alors qu'ils ne sont que 44%. Ils sont surreprésentés dans le top 100, 65%, dans les 1000 premiers, 56%, mais aussi revers de la médaille, dans la queue du classement. Que deviennent-ils après avoir satisfait aux exigences des épreuves classantes nationales? Quelle est leur pratique professionnelle? Les choix de filière se font lors d'un amphi de garnison, aujourd'hui en ligne. Les garçons sont surreprésentés dans les disciplines chirurgicales, les urgences, la radiologie, et les filles en médecine générale, psychiatrie, gynécologie et pédiatrie. En mode d'exercice, les hommes sont très majoritairement en exercice libéral, qui ne séduit que 37% de femmes, lesquelles optent le plus souvent pour un statut de remplaçante. Elles sont à parité avec les hommes en pratique hospitalière et majoritaires dans les autres fonctions salariales, PMI, médecine scolaire, santé publique. Ce tableau indique que le temps de travail des femmes n'est que légèrement inférieur à celui des hommes. L'impact de la féminisation du corps médical est perceptible depuis de nombreuses années dans la démographie médicale de notre pays. Les médecins en fin de carrière sont à 70% des hommes, ceux entrant dans la carrière aux 2/3 de femmes. Alors, stéréotype de genre qu'il faut combattre ou choix personnel qu'il faut respecter? Là encore, l'expérience des pays scandinaves est très intéressante, car ils ont suffisamment de recul pour analyser l'impact des mesures de lutte contre les stéréotypes. Un observatoire a été mis en place, l'International Personality Exam Pool, qui analyse les tests de personnalité. Initialement, l'une des études de cet observatoire a concerné l'égalité des genres. Initialement mise en place au Danemark, elle a été validée en Suède sur un échantillon plus important et apporte des résultats surprenants pour utiliser le terme de la publication suédoise. Il y a une forte corrélation entre la différence de personnalité entre les sexes et l'égalité de genre. Et l'article suggère que l'égalité de genre augmente l'orientation des hommes comme des femmes vers les fonctions de genre traditionnelles. À méditer, donc. En conclusion, j'ai tenté, en tant que pédiatre, une analyse du parcours scolaire des garçons au regard de la biologie du développement telle que nous l'ont enseigné successivement les professeurs Robert Debré, Pierre Royer et à Montpellier mon maître Roger Jean. Après plusieurs années de réflexion, je peux aujourd'hui conclure que la désertion par les garçons des études médicales n'est pas seulement due à un niveau scolaire insuffisant, ce que je pensais au départ, mais aussi au fait qu'ils considèrent que la médecine est une profession féminine. Peut-être aussi
Les plus brillants d'entre eux préfèrent-ils s'orienter vers des professions plus valorisantes à l'heure où la pratique de la médecine est souvent ingrate, car, pour paraphraser le doyen Bernard Guiraud-Chaumeil, neurologue toulousain, quand le médecin était ignorant, il était vénéré, quand il était compétent, il était respecté, aujourd'hui il est savant et il est suspecté. Mais le handicap scolaire des garçons est réel et il faut s'en occuper. Dans son dialogue avec Edgar Morin, « Quelle école voulons-nous ?», paru au début de cette année, le ministre Jean-Michel Blanquer affirme sa volonté d'établir un diagnostic clair de la situation de l'école en France. Ce diagnostic, il le veut élaboré, collectif et le plus méthodique possible, privilégiant une approche pluridisciplinaire, combinant les sciences humaines et sociales avec les sciences dures. Dans la pratique médicale, la démarche diagnostique comporte 3 étapes. Le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique. Puisse le diagnostic positif faire enfin une bonne analyse des symptômes et la démarche étiologique ne pas oublier la biologie du développement. Je vous remercie.